j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera d'une thématique, à savoir océan et espace. Alors c'est une thématique que j'ai particulièrement appréciée lors de mon année de terminale en spécialité histoire géopolitique et sciences politiques. Donc c'est particulièrement intéressant, ça m'avait marqué et donc j'ai pensé à vous le partager parce que voilà, je pense que le but de cette chaîne étant, de vous instruire, de vous apprendre des choses, de vous apporter de nouvelles notions, de nouveaux concepts pour élargir votre horizon intellectuel, donc de vous cultiver en soi, et j'ai trouvé que ce chapitre était suffisamment intéressant, suffisamment marquant pour que ça justifie que je vous les résume et que j'en explique les points essentiels à l'écran sur ma chaîne YouTube. Donc alors, océan et espace. Alors l'une des premières choses qu'on découvre, en tout cas quand on commence le programme de HGGSP au sujet d'océan et espace en début de terminale, c'est que la course à l'espace qui opposait donc les États-Unis et la Russie, l'ancienne, enfin plutôt l'URSS, elle commence en 1957 avec le, la réussite miraculeuse de l'URSS, à savoir la mise en orbite de Spoutnik autour de la Terre. Le 4 octobre 1957, Spoutnik, un satellite qui est un petit peu plus volumineux, un peu plus gros, en tout cas entre guillemets, qu'un ballon de basket, est mis en orbite. C'est une première réussite pour l'Union soviétique, en tout cas pour l'URSS. Il faut savoir que cette tension, en tout cas cette course à l'espace, elle se manifeste dans le contexte de la guerre froide, dont on pourra reparler un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc la première réussite de l'URSS, c'est d'avoir envoyé Sputnik dans l'espace. Quelques mois plus tard, ou en tout cas assez rapidement après, quelques années plus tard plutôt, le premier être vivant est envoyé dans l'espace, la chienne Laika, voilà, est envoyée en orbite autour de la Terre. Bon, elle ne survivra pas, mais c'est aussi une prouesse de l'URSS d'avoir pu envoyer un animal dans l'espace. Ensuite, en avril 1961, le premier être humain, Yuri Gagarin, est envoyé en orbite. Donc là, c'est une véritable réussite, ce qui permet à l'URSS d'affirmer sa prédominance, son hégémonie, sa supériorité sur les États-Unis. En outre, elle possède 2 coups d'avance, à savoir la mise en orbite de Spoutnik, premier satellite, le bip bip de Spoutnik étant extrêmement connu, mondialement connu, et puis Yuri Gagarin qui n'a pas été choisi au hasard parce qu'il s'agit d'un bel homme, donc ils ont voulu jouer sur l'aspect esthétique, parce qu'il allait représenter l'URSS à travers le monde. Donc il a été accueilli comme un héros, parce que voilà, c'est le premier homme à être allé dans l'espace, il a été accueilli comme un véritable héros, il va passer à peu près 1 heure dans l'espace, et donc les États-Unis vont réagir parce qu'ils ne souhaitent pas perdre la face, et ils ne souhaitent pas surtout perdre cette course à l'espace. Ils veulent eux aussi réussir, réaliser des accomplissements, s'épanouir, et donc pour ça il va falloir faire preuve de sagacité, de persévérance et d'abnégation. Alors les États-Unis, eux, vont s'engager, en tout cas le président Kennedy va s'engager à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, donc avant la fin des années 60. Alors ça peut paraître complètement incroyable, mais au début, les missions, donc, qui vont s'appeler Apollo par ailleurs, ça il faut le savoir, elles vont consister à envoyer tout d'abord des vaisseaux, en tout cas oui c'est ça, des satellites, en tout cas des robots inhabités sur la Lune, en tout cas en orbite, et puis sur la Lune. La première mission habitée qui va réellement aboutir, elle, ce sera en 1969, lorsque Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins vont s'approcher de la Lune. Puis, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, aussi appelé Edwin Aldrin, Buzz Aldrin étant un surnom, vont poser le pied sur la Lune. Et donc, à s'en suivre cette phrase extrêmement célèbre, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour l'humanité. Un gros saut pour l'humanité. Donc là, les États-Unis vont définitivement remporter cette course à l'espace. Voilà, ça va être une belle victoire. Il va en tout y avoir à peu près 6 missions jusqu'à la Lune, donc de 1969 à 1972, pardon, 6 missions successives qui vont permettre aux États-Unis de récolter des échantillons, mais aussi d'installer un dispositif sur la Lune qui permet de mesurer très précisément la distance Terre-Lune. C'est pour ça qu'aujourd'hui on sait qu'il y a 384 000 km entre la Terre et la Lune. Ensuite, la station Mir va être construite, donc c'est une station qui va être construite, et au sein de cette station, en fait, pour la première fois, un astronaute américain, un astronaute russe de l'Union soviétique vont pouvoir se serrer la main, donc ça a marqué un moment, un moment marquant, un moment mémorable, inoubliable, parce que ceux qui semblaient, on va dire, ennemis, aux antipodes l'un de l'autre, vont finir par se réconcilier. Ensuite, on peut aussi évoquer l'ISS,
un qui fait à peu près 110 mètres de long, qui est d'une envergure sans pareille et qui accueille des astronautes de toutes les nationalités aussi, qui tourne à peu près 400 kilomètres au-dessus du sol, à la vitesse de 28 000 km/h. Et elle permet aussi de faire de nombreuses expériences, voilà, qui est un vestige finalement de la course à l'espace et qui aujourd'hui est connu notamment grâce au voyage de Thomas Pesquet. Ensuite, pour ce qui est des océans, alors il faut savoir que les océans représentent 362 millions de kilomètres carrés, donc une part significative de la surface terrestre. 95%, 97% pardon, de l'eau sur Terre est contenue dans les océans. En fait, il y a très peu, si on regarde bien, d'eau potable d'origine, parce qu'on peut toujours dessaler l'eau de mer, hein, évidemment, mais il y a très peu d'eau potable non salée sur Terre, en fait, même si c'est suffisant pour que l'humanité puisse s'hydrater, hein, évidemment. Donc voilà, l'océan. Il faut savoir qu'en fait, l'océan, c'est assez méconnu en soi, parce qu'on connaît à peu près que 10% des espèces sous-marines qui y vivent. Donc on sait que 90% des espèces sont méconnues, on n'a pas connaissance de celles-ci, et donc c'est vrai que ça pose un véritable problème pour l'instant. Il faut savoir que la conférence de Montego Bay de 1982 va fixer les principes et les concepts de la ZEE, zone économique exclusive. Donc il faut savoir que par exemple, ce qu'on va appeler comment dire, la zone, oui, la zone frontière, la zone côtière, pardon, la zone côtière, donc qui en fait appartient strictement à un État, elle va s'étendre à 12 miles marins, d'accord, 12 miles marins des frontières terrestres d'un État. Par exemple, la France, sa zone entre guillemets côtière, frontalière, sur laquelle elle a tous les droits, donc c'est-à-dire qu'elle peut décider précisément de quel navire est autorisé à y naviguer, quel navire est autorisé à y pêcher, et c'est une zone sur laquelle elle a un contrôle parfait, dans le sens où elle peut interdire à des navires de pénétrer dans cette zone. Voilà, donc cette zone, elle s'étend de la frontière, des frontières terrestres, à 12 miles marins. Ensuite, de 12 miles marins à 200 miles marins, s'étend ce qu'on appelle la ZEE, zone économique exclusive. C'est une zone marine dont la France a la pleine jouissance, elle peut en jouir librement, et surtout exploiter librement les ressources halieutiques et les ressources sous-marines. Donc, par exemple, ça peut être du pétrole. Elle a le monopole, entre guillemets, de l'économie, en tout cas, des ressources que pourrait lui apporter cette zone. Voilà, c'est exclusif pour elle, elle a la main mise sur cette zone, et elle peut jouir et disposer des ressources comme elle l'entend. Par contre, elle ne peut pas demander aux navires étrangers de ne pas circuler sur cette zone parce qu'elle est bien trop étendue. Et voilà, c'est une zone qui appartient strictement à la France. Euh, ce qu'il faut, ce qu'il faut aussi comment dire, remarquer par rapport aux océans, c'est qu'il y en a 5 principaux, en tout cas, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Arctique et Antarctique. Donc voilà, ce sont des océans comment dire, multiples. Et il est vrai que l'eau recouvrant quand même une grande partie de la surface terrestre, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue, c'est utile de mieux s'approprier ces milieux et de mieux comprendre la façon dont ils fonctionnent. Voilà. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu.